Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato. Donc deux mots concernant Georges. Georges a commencé à militer très jeune dans le milieu lycéen et étudiant d'abord. Ensuite au sein du syndicat du personnel administratif de l'entreprise publique d'électricité de Brest. Il a été adhérent aux jeunesses communistes puis au Parti communiste grec en 1984 qu'il a quitté en 2009. Il a été collaborateur du Centre d'études marxistes et il est actuellement membre du conseil des représentants de l'association du personnel scientifique de l'entreprise publique d'électricité de Brest, où il travaille depuis 1989. Il est membre fondateur de l'EPAM, dont je vous rappelle la création date de juillet, je crois, 2011, hein, et il a été membre du secrétariat politique. Et alors, Jean-Michel, en fait, va lire en français directement, ça va nous faire gagner un petit peu de temps, et puis ensuite, on pourra passer aux questions. Même si les chiffres traduisent mal la réalité, on ne peut pas se passer d'eux pour en donner une idée. En Grèce, actuellement, 3,9 millions de citoyens sont dans l'incapacité de payer leurs impôts et ou de rembourser des prêts qu'ils avaient contractés. Un Grec sur 3 n'a pas les moyens de chauffer correctement son domicile. Un Grec sur 2 n'a plus d'argent de côté pour se servir en cas de besoin. 80 milliards d'euros sont dus aux banques. 70 milliards d'euros sont dus au service des impôts. 40 milliards aux caisses d'assurance. 35,7% de la population grecque vit en état de pauvreté ou à nez au bord. Suivant les données statistiques européennes sur la pauvreté, la Grèce est classée avant-dernière, juste avant nos voisins bulgares, qui sont à 48%. D'ailleurs, depuis 2012, la BCE et FMI ont exigé que les salaires en Grèce soient égalisés à celles de Bulgarie et le gouvernement des collabos à Athènes a évidemment voté une clause d'équité. La BCE et FMI sont actuellement les véritables dirigeants de mon pays, du pays où la démocratie est née, et avec elles, les conseils de citoyens et des civilisations civiles, la science politique et l'histoire. La Grèce contemporaine a surgi dans les premières décennies du XIXe siècle de flammes d'une révolution sanglante qui a bouleversé l'Europe, entraîné la dissolution de la Sainte Alliance et obligé les grandes puissances européennes de l'époque de modifier leur politique à l'égard de l'Empire ottoman vaincu. Il a fallu 12 révolutions jusqu'à ce que le peuple grec devienne, pas à pas, maître de son pays et que ses enfants puissent aspirer à un avenir. Il a toujours fallu lutter contre des gouverneurs assujettis à des puissances étrangères, contre des spéculateurs exigeants ou non, qui cherchaient à en tirer profit. Mon pays est enfin le pays qui, lors de la grande lutte antifasciste de peuple, a eu le plus grand nombre relatif de victimes comparativement à sa population après les soviétiques et les polonais frères d'armes. Ce qui s'avère aujourd'hui, c'est que l'Union européenne de Marseille, de la BCE et de l'euro est bien loin de ce qu'on nous enseignait avoir inspiré ses promoteurs, bien loin de ce que prétendaient ses adeptes, de ce qui était énoncé dans ses principes fondateurs, ses déclarations et ses traités. Ainsi, au Parlement européen, le commissaire Katainen, répondant à une question de député grec du parti de Syriza, nous a jeté à la figure que dans notre pays ne sont plus applicables ni le droit de l'Union, ni la charte des droits de l'homme de l'Union européenne, du fait que de la convention de prêt signée entre la Grèce et ses créanciers. Et ceci, non seulement n'a pas fait scandale, mais personne n'a officiellement réagi, à l'exception de Leonidas Chrysantopoulos, ambassadeur honoraire et membre du secrétariat politique de l'EPAM, qui a adressé au commissaire Katainen la lettre suivante. En tant que citoyen de l'Union européenne,
J'avoue avoir honte de votre réponse, qui est par ailleurs erronée. On se serait attendu à ce que la CE, la Communauté européenne, fait tout de son possible pour assurer le respect des droits de l'homme en Grèce, comme l'avait fait l'Europe au cours de la junte militaire. Or, non seulement tel n'est pas le cas, mais en plus, à travers votre réponse, la Communauté européenne essaie de dire, en se cachant derrière une argumentation de type légaliste, que la Convention de prêt sort du champ d'application de la Charte, puisqu'elle ne conserve pas les droits de l'Union, mais elle traite d'un sujet bilatéral entre la Grèce et ses créanciers. Sauf que la Convention du prêt du mai 2010 elle-même, article 14, paragraphe 2, statue que c'est le tribunal de l'Union européenne qui a la compétence exclusive de trancher en cas de litige en rapport avec la Convention. Ceci prouve que la Convention fait partie du droit de l'Union européenne. Mais même si ce n'était pas le cas et que c'était vous qui aviez raison, je vous rappelle que plusieurs articles de la Charte sont repris par la Convention, par le traité de Lisbonne, comme par exemple l'article 2 traitant du respect de la dignité humaine, et que le traité de Lisbonne est appliqué par tous les États de l'Union européenne. Donc le 7 mars 2014, lors de la 25e session du Conseil des droits de l'homme, l'ONU reconnaît le génocide du peuple grec qui est en train de se perpétrer sous la responsabilité de fameux marchés en coopération avec le gouvernement de Colombo et la Troïka. Il est à noter que récemment, à l'Assemblée générale de l'ONU, lors d'une procédure d'affirmation du droit des États d'effacer unilatéralement leurs dettes au bénéfice de leur peuple, le soi-disant gouvernement grec, censé être directement concerné, n'a pas voté, tout comme les autres membres de l'Union européenne. Telle est la situation qu'on est en train de vivre dans mon pays. L'acharnement du gouvernement à assurer la défense des intérêts des créanciers est sans précédent. Même pas un dictateur fasciste comme Metaxas n'aurait pas fait autant. Même lui, en 1936, il a refusé le remboursement de la dette grecque à la banque belge Société commerciale de Belgique, avec l'argument suivant, formulé par son représentant devant la Cour internationale de justice. Le devoir d'un gouvernement d'assurer le bon fonctionnement des principaux services publics est prioritaire par rapport au remboursement de ces dettes. Cet argument est repris tel quel dans la décision du tribunal qui fait désormais jurisprudence pour le droit international. C'est d'ailleurs sur cela que s'est basée l'Argentine pour exercer son droit souverain de façon unilatérale de la majeure partie de sa dette. Au moment où le soi-disant gouvernement prétend avoir sauvé le peuple grec, de manière qu'endurait l'Argentine, l'industrie grecque, voire l'activité productive dans son ensemble, s'effondre. À titre d'exemple, pendant le premier semestre de cette année, les exportations de produits industriels ont chuté au 4,8%. Pour ce qui est de la production industrielle destinée au marché intérieur, on ne peut que tenir le silence en son hommage. La bande criminelle liée au gouvernement de la Grèce a choisi la viabilité de la dette, c'est-à-dire son service constant et continuel, au détriment de la viabilité du peuple grec. D'ailleurs, ce n'est pas l'actuel vice-président du gouvernement qui avait dit il n'y a pas très longtemps la faillite du peuple ne signifie pas forcément la faillite du pays. C'est intéressant de voir comment on définit la viabilité de la dette, comme un emprunt renouvelable à perpétuité pour servir une dette préexistante sans espoir de remboursement. Autrement dit, en créant une colonie de dettes. Voilà pourquoi le gouvernement, poussant à extrême sa pratique de collabo, signe cette convention de dette où est stipulée la rénonciation du pays à la souveraineté nationale et à l'immunité qui en dérive. Article 14, paragraphe 5. Lorsqu'un journaliste allemand a demandé Schäuble pourquoi il insistait à exercer cette oppression économique cruelle envers les Grecs, les condamnant ainsi à la misère, il a eu la réponse cynique suivante. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'ordre financier, il est bien plus question de sémiologie. Mais oui, on est bien d'accord. Il s'agit surtout d'une question sémiologique. De nos jours,
Le fascisme n'a plus besoin de folklore d'antan, uniforme, programmé, pour se faire remarquer. Il porte le costume de marché, de la démocratie, du politiquement correct, de l'égalité républicaine, de l'impérialisme de droite et de gauche. La lutte pour la démocratie, notamment de nos jours, ne peut se limiter à la défense des droits en rapport avec le travail, l'assurance, les droits sociaux ou même les droits civils qui sont lésivés par les forces du marché et leur ordre politique établi. La lutte pour la démocratie acquiert désormais un caractère de libération nationale et son but ne peut être qu'à rendre le peuple maître de son pays. D'ailleurs, les forces sociales pour qui une patrie libre et démocratique est absolument nécessaire sont les forces qui ne rentrent pas leurs droits dans leur porte-monnaie. La nation contemporaine est née de la lutte des peuples contre la tyrannie au cours du XVIIIe et XIXe siècle. Elle a été, elle l'est toujours, le berceau historique des classes sociales contemporaines. Les classes sociales ne peuvent exister que dans le cadre d'un pays, d'une patrie. Les émigrés, les émigrés, c'est uniquement lorsqu'ils s'attachent à la lutte du peuple, de la nation où ils vivent, qu'ils s'activent en tant qu'entité économique, qu'une définition des classes leur est attribuée. Le néolibéralisme ne reconnaît pas de société ni de nation ou de classe. Il ne reconnaît que des individus ayant chacun ses propres intérêts et objectifs. Il veut nous soumettre tous au service du marché. Il veut nous rendre tous émigrants, soit loin de notre pays, soit dans notre pays même. À une époque où domine plus que jamais avant le dogme de Hobbes, bellum omnium contra omnes, les États constitués, les nations, posent problème dans la mesure où ils entravent la liberté de marché. Depuis le temps que votre compatriote, l'abbé Coyer, a transformé le patriotisme en cri de guerre, de pionniers et de sans-culottes, lors de la prise d'assaut du palais des nobles, le patriotisme a toujours obtenu un jugement positif dans la conscience du peuple. Il a toujours été la pierre angulaire de la démocratie. Pour la société grecque, où sévit cette crise atroce nationale et sociale, deux seules issues sont possibles. Soit la répression violente de la société jusqu'à sa soumission complète, soit le renversement du système politique dominant. Vu le devoir démocratique qui engage actuellement l'ensemble du peuple et de la nation, personne n'a le droit de mettre en avant les controverses de jadis, tout ce qui a marqué l'histoire politique du passé. Aussi bien les partisans de la droite qui cherchent l'ennemi dans les rangs de la gauche, que ceux de la gauche qui cherchent l'ennemi dans la droite, ils divisent tous le peuple, qui ne dispose que d'une seule arme susceptible de lui apporter la victoire, c'est être uni. Dans un pays comme la Grèce aujourd'hui, on ne pourra donner une réponse à la question qui possédera les moyens de production sans avoir d'abord répondu à la question est-ce que ces moyens de production existeront demain? Je tiens à souligner ceci, car en ce moment, toute la richesse publique et privée de mon pays est liquidée, de la même manière que l'Allemagne de l'Est a été liquidée et absorbée par l'Allemagne de l'Ouest. Par ailleurs, l'indivisibilité du territoire est remise en question par la création de zones économiques spéciales et en même temps, on cherche à mettre en œuvre un projet de restructuration des frontières, ce qui menace la paix dans la région. La situation actuelle confirme que quand les impérialistes redistribuent le monde, alors la guerre frappe à la porte. L'opposition, aussi bien de gauche que de droite, diffuse la conviction illusoire que la Grèce continue à être un pays indépendant, une démocratie parlementaire, dont le seul problème est qu'elle a eu le malheur d'être gouvernée par des incompétents et des malhonnêtes. Il refuse d'évoquer le fait que le pays subit un régime d'occupation par des moyens financiers. Il refuse de mettre en avant la question de la dette, de son non-reconnaissance, de son enfoncement unilatéral basé sur le droit international, comme clé de voûte pour la résolution de ces problèmes à répercussions désastreuses aussi bien sur le plan social que national. Otages de leur parlementarisme stupide, en réalité, ils ne se font souci que de leur siège au Parlement
et continue à véhiculer l'idée qu'il suffit qu'ils viennent au pouvoir pour que tous les problèmes soient résolus. Alors que le pays ne rédige plus lui-même ses budgets prévisionnels, alors que la moindre décision en rapport avec l'administration publique doit être approuvée par la task force, alors que l'ensemble de la construction juridique et procédurale est entièrement refondue pour se conformer aux injonctions de l'occupant allemand, l'opposition refuse que le pays est sous occupation et s'applique à montrer que l'euro et l'Union européenne n'y sont pour rien. Elle présente la tétocratie comme un simple problème de gestion, comme un problème de négociation pas très réussi. Il suffit, comme ils disent, que l'État préserve sa continuité et que les engagements pris envers nos créanciers ne soient comme dans votre pays, tout comme dans le mien, la lutte populaire antifasciste a permis la réalisation d'au moins une partie des revendications et des idéaux de la résistance. Le système d'assurance sociale et de providence, la nationalisation des principaux moyens de production, fruits de travail commun, des sources d'énergie, des richesses minières et des grandes banques, le droit à tous les enfants à l'éducation, le droit de tous les enfants à l'éducation, une organisation en matière d'économie susceptible d'assurer que les intérêts particuliers seront assujettis à l'intérêt commun. Tout ce que je viens de mentionner était compris dans le programme adopté le 15 mars 1944 par le Conseil national de la résistance en France. Tout ce que je viens de mentionner est actuellement en train d'être liquidé, d'être privatisé dans mon pays. Mais il n'y a pas que cela. Il y a des droits humains de base qui périssent. Ils périssent aussi des bidons. C'est peut-être aussi le cas, mais à moindre échelle en France et ailleurs en Europe, non seulement en raison de la crise de la zone euro, mais aussi du fait du changement du rapport de force sociopolitique de l'après-guerre. Donc, au sujet de l'euro, en fait. La monnaie commune, est qualifiée par l'opposition de monnaie nationale, comme si l'opposition oubliait que la monnaie nationale est pour une économie nationale, ce que le drapeau est pour une nation, ce que les frontières sont pour un État. Depuis la fin de la junte militaire en 1974 en Grèce, la Grèce a dû faire face à 13 dévalorisations de sa monnaie, à des dégringolades successives, à des politiques d'austérité cruelles, à des attaques violentes de devoirs démocratiques et de travailleurs. Néanmoins, rien de tout cela n'est comparable à la dévalorisation interne au sein de l'Union européenne. Rien n'est comparable à la barbarie de l'Union européenne, de la BCE, de la FMI. La monnaie n'est pas un objet. La monnaie est une relation sociale. Et ceci parce que la relation monétaire est une relation productive comme toute autre relation économique, disait Marx à Planton. La monnaie a toujours traduit les relations sociales, les rapports de propriété et d'exploitation, les rapports de soumission et de domination dans la société d'économie et la politique. La monnaie commune implique des frontières ouvertes. En d'autres termes, la domination absolue des banques dans le domaine de l'édition et de la circulation de l'argent. Déjà, le nouveau pacte de stabilité et de croissance et les directives associées permettent à l'Union européenne non pas seulement d'imposer à sa guise des politiques déjà en mémorandum aux États membres, mais aussi de contrôler les budgets prévisionnels. Et oui, la Grèce est le laboratoire pour l'avenir de l'Europe. Au vu d'une situation aussi complexe que celle à laquelle on est confronté, la fondation d'un mouvement de résistance pour faire face au génocide de notre peuple
fut pour nous une nécessité absolue. Les PAM tentent de mettre en place une forme d'organisation horizontale, non hiérarchique, sans dirigeants professionnels, avec formation de noyaux locaux partout dans le pays, de noyaux habilités à prendre eux-mêmes des décisions au niveau local, après concertation et en respectant les procédures démocratiques. On essaie de créer une organisation de combattants qui réfléchissent librement et qui ne sont guidés que par leur conscience. Ce n'est qu'ainsi qu'on espère créer une force de lutte capable de mener à bien l'œuvre colossale qui est le renversement des régimes actuels et la renaissance du pays. Dans les PAM, il y a de la place pour tous, quelles que soient leurs origines politiques, leurs religions, leur appartenance sociale. Qui partage nos objectifs, nos mots d'ordre, peut être membre de l'EPAM. Par contre, tous ceux qui cherchent à introduire des partis pris de pro-gauche ou de pro-droite, devenant ainsi vecteurs de haine ancienne qui sépare notre peuple, mais aussi tous ceux qui ne respectent pas l'autre, la différence, la démocratie, ne peuvent pas être considérés comme nos compagnons. Les PAM traduit notre aspiration de former une alliance sociopolitique populaire aussi large que possible qui transgressera les clivages artificiels. Nos mots d'ordre qui sont aussi notre identité, notre substance adhésive, notre raison d'être, sont les suivants. Punir le bourreau du peuple grec, ceux qui sont responsables de la situation actuelle, mais aussi les collabos d'aujourd'hui. Imposer la non-reconnaissance de la dette publique, arrêter le service de la dette ici et maintenant, rétablir la souveraineté nationale en sortant de l'Union européenne et en affranchissant notre pays de la camisole de l'euro, faire en sorte que le peuple grec récupère le contrôle de l'économie nationale avec le retour à la monnaie nationale, nationaliser les sommets du système financier, les grandes banques, les infrastructures, de sorte que la restructuration productive soit possible. Et enfin, établir, à travers d'une Assemblée nationale constitutionnelle, la démocratie et assurer la souveraineté populaire et la souveraineté nationale. Notre mouvement a été fondé pour être dissolu. Lorsque nos objectifs seront atteints, notre mouvement n'aura plus raison d'être. Il fera alors partie de l'histoire. Le régime avance pas à pas en préparant l'affrontement terminal avec le peuple grec. Ils savent très bien que la rage sociale va exploser tôt ou tard. D'ailleurs, ils savent que sans l'écrasement complet du peuple, à travers des renflouements éventuellement sanglants, ils ne pourront pas terminer le démantèlement et le démembrement du pays. Le PAM s'adresse aux autres forces politiques, mais aussi et surtout aux citoyens, tous ceux avec qui on a manifesté ensemble, tous ceux avec qui on se retrouve sur tous les fronts du combat. Il leur dit, on marche séparément, mais on attaque ensemble. De toute manière, ceux qui mènent un combat honnête en faveur des droits du peuple, actuellement matraqués au quotidien, n'auront pas le choix, ils finiront tôt ou tard par s'allier derrière nos mots d'ordre. En ce moment, le PAM est la seule force politique qui a une proposition structurée de sortie de la crise en Grèce.